Un continent bouleversé sans guerre ni déclaration. Comment la Russie a-t-elle redessiné la Baltique en une nuit? Aucun tir, aucun grondement de canon, pas même une annonce officielle. Pourtant, ce qui s'est joué en mer Baltique a changé la donne pour toute l'Europe. Vous pensez que la carte du continent ne peut basculer que sous le fracas des armes? Détrompez-vous. En l'espace de quelques heures, la Russie vient de démontrer qu'il est possible de réécrire les règles du jeu sans franchir une seule frontière, ni violer ouvertement le droit international. Ce n'est pas une fiction, ni même un simple incident naval. C'est une opération planifiée, chirurgicale, menée là où l'Europe est la plus vulnérable. Imaginez, sur les côtes de la Pologne, au terminal gazier de Świnoujście, tout semble normal. Les cargos déchargent leur précieux gaz naturel liquéfié venu de Norvège ou des États-Unis, l'assurance vitale de l'indépendance énergétique polonaise, patiemment construite année après année pour ne plus jamais dépendre de Moscou. Et puis, soudain, le silence. Les écrans de surveillance civile détectent un mouvement. Plusieurs corvettes russes modifiaient leur cap à l'unisson. Au début, rien d'alarmant. La flotte russe manœuvre régulièrement dans ses eaux. Mais cette fois, elles adoptent une formation précise, verrouillent l'accès du terminal et bloquent, de facto, la principale source d'approvisionnement énergétique de la Pologne. Pas d'explosion, mais un effet immédiat. Varsovie se réveille, coupée du monde énergétique. L'indépendance précieusement acquise s'effondre en quelques heures. Sur les côtes, les systèmes de missiles Bastion, sortis tout droit de l'enclave militarisée de Kaliningrad, prennent pour cible chaque mètre carré du littoral polonais. Pendant ce temps, la marine polonaise, partiellement immobilisée pour maintenance, reste spectatrice. Le timing russe est parfait. Ce qui n'était qu'une routine paisible se transforme en crise majeure sans qu'aucune frontière n'ait été franchie, sans une goutte de sang versé. 3 questions existent désormais pour la Pologne, et pour toute l'Europe. Faut-il ordonner la rupture du blocus, au risque d'un conflit ouvert? Que cachent vraiment les documents secrets du haut commandement polonais, récemment divulgués? Et surtout, ce bras de fer territorial est-il, pour le continent, le point de non-retour? Car ne vous y trompez pas, la sécurité énergétique, l'économie, la crédibilité des gouvernements européens et l'idée même de souveraineté collective sont sur le fil du rasoir. Une riposte mal calibrée ferait perdre à l'Europe bien plus que du gaz ou de l'argent. Elle entamerait durablement sa capacité à se défendre, à décider, à peser dans le monde. Et surtout, le précédent est là. Aujourd'hui la Baltique, demain ailleurs? Celui qui regarde et se tait aujourd'hui prépare les défaites de demain. Pour comprendre comment ce bouleversement silencieux a été possible, il faut remonter le fil des événements et décrypter la stratégie sous-jacente de cette nuit décisive. Alors, revenons ensemble sur les causes profondes et sur le déroulement précis de cette opération qui a fait basculer l'équilibre européen sans un seul coup de feu. La Baltique, petite sur la carte, immense enjeu géopolitique. Quand on jette un œil rapide à cette étendue d'eau coincée entre la Scandinavie et l'Europe de l'Est, on pourrait croire à une mer parmi tant d'autres, presque un lac familial où les ferries et les cargos croisent calmement sous le regard rassurant de l'OTAN. Mais derrière les apparences, la mer Baltique est tout sauf un espace tranquille. C'est un piège géographique, une arène stratégique où chaque kilomètre carré compte, où la rapidité de réaction se mesure en minutes, pas en jours. Depuis des années, les États riverains, Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie, n'ont cessé d'alerter sur la pression persistante venue de l'enclave de Kaliningrad, ce bout de Russie coincé entre la Pologne et la Lituanie, bardé de radars, de missiles et de soldats. On a multiplié les exercices, publié des communiqués, aligné les promesses. La Baltique est sûre, l'OTAN veille. Mais la réalité, c'est que la région n'a jamais été aussi exposée, et que cette mer, étroite et peu profonde, reste un espace sous surveillance permanente, où le moindre incident peut enflammer tout un continent. C'est dans ce contexte tendu qu'il faut comprendre la place cruciale du port de Świnoujście, au nord-ouest de la Pologne. Ce terminal flambant neuf n'est pas seulement un port parmi d'autres, c'est le cœur battant de l'indépendance énergétique polonaise, la porte d'entrée du gaz naturel liquéfié venu de Norvège, des États-Unis ou du Qatar. Chaque méthanier qui y accoste, c'est un peu moins de dépendance au gaz russe,
un peu plus de marge de manœuvre pour Varsovie et, par ricochet, pour toute l'Europe centrale. Pour comprendre l'enjeu, il faut savoir que la Pologne, ces dernières années, a investi des milliards dans ce port, dans ses entrepôts, dans les pipelines qui irriguent le pays. Et encore aujourd'hui, le terminal de Świnoujście reste l'un des symboles concrets de la volonté d'émancipation énergétique européenne. Or, si Świnoujście représente une force, il incarne aussi une faiblesse. Il concentre sur quelques kilomètres des infrastructures vitales, exposées à la mer, donc vulnérables à toute forme de pression extérieure. C'est le talon d'Achille que la Russie a choisi de viser, non pas frontalement, non pas en bombardant, mais par une opération hybride, soigneusement orchestrée, où la guerre se fait sans un bruit. Depuis l'autre rive, Kaliningrad n'a cessé de se transformer en forteresse. On y a installé ces dernières années des systèmes de missiles anti-navires Bastion, capables de verrouiller de larges portions de la Baltique en un clin d'œil. Les satellites de l'OTAN l'ont vu. Chaque semaine, des nouveaux dispositifs, des radars plus puissants, des batteries mobiles. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une réalité technique et militaire qui donne à Moscou un levier de contrôle silencieux sur tout ce qui flotte ou vole dans cette région. Car la Baltique, ce n'est pas seulement une mer, c'est un goulot d'étranglement commercial. Les routes maritimes y sont parmi les plus denses d'Europe. Les cargos, les tankers de gaz, les ferries, tout ce qui alimente l'économie de la région passe par ces couloirs étroits, où la profondeur n'excède souvent pas 50 mètres et où une simple anomalie, un bateau qui change de cap, un signal radio suspect, peut suffire à bloquer des centaines de millions d'euros d'échanges. Les infrastructures critiques, qu'il s'agisse de câbles Internet, de pipelines ou de terminaux gaziers, sont toutes regroupées sur quelques dizaines de kilomètres, exposées à la moindre menace. Ce qui rend la Baltique si dangereuse, c'est précisément ce mélange de promiscuité et de dépendance. On s'imagine à l'abri, protégé par des traités, des radars et des alliances, mais la géographie, elle, ne ment jamais. Elle impose ses contraintes, elle réduit la marge d'erreur. Ignorer cette réalité, c'est ignorer une arme silencieuse, capable de faire basculer l'équilibre régional sans qu'on s'en rende compte. Le moindre retard de réaction, la plus petite faille dans la surveillance, et c'est tout un pays qui se retrouve pris au piège. Et c'est exactement ce qui s'est produit au début de cette crise. La Pologne pensait être prête, modernisation de la flotte, renforcement des patrouilles, maintenance régulière dans les ports, mais la réalité s'est imposée avec une brutalité tranquille. La veille du début de l'opération, Świnoujście tournait à plein régime. Les tankers accostaient, les équipes suivaient les horaires de livraison, la marine polonaise achevait ses routines de maintenance. Personne ne soupçonnait que, dans quelques heures, la donne allait changer. C'est à ce moment-là que la Russie a frappé, sans tirer un seul coup de feu. D'abord, des navires russes jusque-là en eau internationale changent de cap, subitement, mais sans précipitation. Les radars polonais détectent une activité croissante vers minuit, en provenance de Kaliningrad, tout en restant dans la zone grise du droit maritime. 1 heure plus tard, des corvettes russes pénètrent dans la zone économique exclusive polonaise, avançant calmement jusqu'à bloquer, en ligne, l'accès maritime au terminal de Świnoujście. Pas d'annonce officielle, pas d'ultimatum, juste des manœuvres parfaitement rodées. Puis, le message radio tombe, en anglais, sur les fréquences internationales. Zone de sécurité temporaire, modifiez votre route. Les tankers freinent, les cargos hésitent, la tension monte. Varsovie réalise qu'elle n'a plus la main. Tout passage en force risquerait de déclencher une escalade, mais toute passivité signerait un précédent lourd pour la région entière. Ce soir-là, la Baltique a changé de visage. Sans bruit, sans feu, sans déclaration de guerre. Juste une opération hybride, qui exploite chaque faille, militaire, juridique, logistique, pour imposer, par le fait accompli, un nouvel équilibre du pouvoir. Le port de Świnoujście, fleuron de l'indépendance énergétique polonaise, s'est révélé soudainement vulnérable. La sécurité de l'approvisionnement en énergie, la stabilité économique de la région, la crédibilité des gouvernements européens, tout cela s'est retrouvé suspendu à un fil, entre le silence et l'escalade. Voilà pourquoi la crise de la Baltique n'est pas un simple incident régional. C'est le symptôme d'une faille profonde,
d'un rapport de force qui se joue autant dans la discrétion que dans la puissance. Et chaque Européen, même loin de la côte, est concerné. Ce qui se décide ici résonnera dans chaque foyer, chaque entreprise, chaque sommet politique du continent. Maintenant, découvrons comment l'opération russe s'est déroulée, minute par minute, et comment la Pologne s'est retrouvée piégée par la stratégie hybride de Moscou. Une nuit, quelques signaux radio, et la mer Baltique bascule. Tout commence sans coup de feu, ni alerte rouge. Juste une suite d'événements presque invisibles, mais parfaitement synchronisés. Les navires russes, jusque-là en transit banal, changent brutalement de cap. Leur destination, une zone sensible, tout près du terminal gazier polonais de Świnoujście. En quelques heures, Moscou impose ce qu'elle appelle une zone de sécurité autour d'infrastructures sous-marines critiques, officiellement pour prévenir un prétendu risque de sabotage. Les radios bourdonnent, des coordonnées précises s'échangent, et soudain, le trafic maritime s'interrompt. Pas de tir, pas d'avertissement, pas même une déclaration officielle qui évoquerait clairement une crise. Et pourtant, la réalité a changé. Un terminal gazier européen est désormais coupé du monde, encerclé par une présence navale russe, sans que le moindre projectile ait été tiré. C'est le principe du fait accompli poussé à son paroxysme. Le Kremlin sait que la frontière entre provocation et agression est floue en droit maritime. D'un geste, il verrouille la voie maritime d'approvisionnement énergétique d'un État membre de l'Union européenne et de l'OTAN, tout en affichant une façade légale. Il s'agit de protéger nos infrastructures, toute tentative de franchissement sera considérée comme une menace à la sécurité nationale russe. Ainsi, Moscou transforme le simple silence en arme, car chaque heure où les navires russes restent en place normalise un nouvel état de fait. Aucune frontière officiellement franchie, aucune bombe larguée, mais déjà la pression économique, politique et symbolique se fait sentir. Du côté de Varsovie, les premières réactions sont marquées par la prudence, voire la sidération. Le gouvernement polonais tente d'abord de minimiser, puis se retrouve acculé. Les consultations avec les alliés s'enchaînent, mais l'incertitude domine. Un communiqué laconique évoque une vigilance accrue et des discussions en cours. Mais dans les coulisses, c'est la panique. La Pologne a investi massivement dans la modernisation de ses terminaux gaziers, mais la protection militaire de ses infrastructures maritimes n'a jamais vraiment suivi. Un député de l'opposition, la voix tremblante, le dit sans détour au Parlement. On parle depuis des années de menaces hybrides et maintenant, on fait face à un blocus sur la mer sans aucun plan de réaction. Les rapports militaires fuitent. Ils dévoilent ce que beaucoup redoutaient. Les défenses anti-aériennes polonaises sont en réalité peu efficaces face au nouveau système de missiles russes déployé à Kaliningrad, tout proche. Même une tentative de forcer le passage sous escorte militaire n'aurait aucune garantie de succès et risquerait de déclencher une escalade incontrôlable. En diplomatie, Varsovie s'empresse de porter l'affaire devant l'ONU, alerte Washington, demande des consultations d'urgence à Bruxelles. Mais le temps joue contre elle. Chaque minute qui passe légitime, dans les faits, la nouvelle ligne imposée par Moscou. C'est là toute la prouesse de la stratégie hybride russe. Moscou n'a pas besoin d'abattre un navire ou de déclarer la guerre. Au contraire, elle enveloppe son action dans un discours de légitimité. Nous protégeons nos câbles et pipelines sous-marins, toute intrusion est une provocation. D'un côté, la Russie dresse un écran juridique, s'appuyant sur les zones grises du droit international. La zone économique exclusive garantit des droits sur les ressources, mais ne donne pas pleine souveraineté sur la circulation maritime. De l'autre, elle maîtrise le récit. Les médias russes martèlent, c'est l'Occident qui provoque, c'est la Pologne qui menace la sécurité régionale. Ainsi, toute réaction polonaise, même purement défensive, serait aussitôt dénoncée comme une agression délibérée. Le Kremlin le sait, l'arme la plus efficace, c'est le doute. Doute sur la légalité, doute sur la légitimité, doute sur la riposte. La stratégie est rodée, on fabrique des faits militaires, on leur donne un vernis légal, on met la pression économique et on accuse l'adversaire de provoquer l'escalade. Si Varsovie ne réagit pas, la nouvelle réalité s'installe. Si elle tente de forcer le blocus, elle porte la responsabilité d'une confrontation directe.
Un piège parfait. Et ce piège divise profondément l'Europe et l'OTAN. À Bruxelles, on s'agite. Les États baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, pour qui la menace de Kaliningrad n'a rien d'abstrait, réclament une réponse ferme. Pour eux, l'affaire polonaise n'est qu'une répétition générale. Ce blocus pourrait frapper Riga, Tallinn ou Vilnius demain. Mais Berlin et Paris appellent à la prudence. Un affrontement ouvert avec la Russie pour une zone grise en mer Baltique? Le prix paraît exorbitant. Beaucoup redoutent une spirale incontrôlable, alimentée par une querelle juridique sur une zone de sécurité dont la définition même échappe à tout consensus. La mécanique russe est ainsi parfaitement huilée. Une présence militaire qui ne tombe sous aucun cas classique de l'OTAN. Un discours légaliste qui s'abrite derrière la défense d'infrastructures critiques. Un chantage économique qui frappe l'Europe là où ça fait le plus mal, à sa dépendance énergétique. En agissant sans franchir la ligne rouge d'un acte de guerre, Moscou force les alliés à s'interroger. L'article 5 de l'OTAN, qui prévoit la défense collective en cas d'agression armée, ne s'applique pas dans le cas présent. Pas un coup de feu, pas un navire coulé. Simplement, un terminal gazier neutralisé, une nouvelle réalité sur mer, et le spectre d'une répétition, ici en Baltique, demain en Arctique ou en mer Noire. C'est toute la vulnérabilité européenne qui est exposée. Laisser passer ce fait accompli, c'est accepter que la Russie puisse, à chaque crise future, imposer sa volonté sans ouvrir le feu. C'est aussi accepter que les débats internes, la prudence des uns et l'audace des autres, paralysent toute riposte cohérente. L'Europe, à ce stade, découvre qu'elle n'a pas seulement un problème de moyens militaires, mais aussi, et surtout, un problème de décision et de narration. À Varsovie, le gouvernement vacille, partagé entre l'humiliation d'un recul et la crainte d'un conflit généralisé. À Bruxelles, les diplomates cherchent une parade à une stratégie dont toutes les règles leur échappent. Moscou, de son côté, avance ses pions en silence et sourit. Elle a réussi à imposer un nouveau statu quo sans tirer un seul coup, en exploitant jusqu'à l'absurde les failles du droit et les divisions politiques européennes. Plus le temps passe, plus le blocus temporaire du terminal gazier de Świnoujście s'impose comme une donnée durable. Les marchés s'affolent, la crédibilité des gouvernements chancelle, et chaque déclaration hésitante renforce la posture russe. Nous sommes dans notre droit, c'est l'Occident qui cherche l'escalade. Et le piège se referme. Car, en ne répondant pas immédiatement, l'Europe envoie un signal bien plus large. Partout où la Russie repérera une faille, une hésitation, une peur de l'escalade, elle pourra rejouer la même partition, sans risque de riposte majeure. La Baltique n'est qu'un laboratoire. Les prochaines cibles pourraient être les routes sous-marines de communication de l'Arctique ou les ports stratégiques de la mer Noire. Face à ce piège, l'Europe se retrouve devant un dilemme stratégique inédit. Quelles options restent-elles à la Pologne et à ses alliés? Faut-il briser la nouvelle réalité ou accepter une dangereuse normalité? Aujourd'hui, l'Europe, la Pologne et l'OTAN se retrouvent face à un dilemme aux allures de piège. 3 chemins, aucun sans conséquences majeures. Regardons-les en face. Premier scénario, la riposte militaire. Varsovie mobilise sa marine, tente de forcer le passage, et l'Europe tout entière entre dans la spirale d'une confrontation directe avec la Russie. Mais qui veut déclencher une guerre pour quelques navires et une ligne sur une carte? Pour la Pologne et les États baltes, laisser Moscou contrôler l'accès à une infrastructure aussi cruciale, c'est accepter la possibilité d'être le prochain sur la liste. Pourtant, une action militaire, même limitée, ferait immédiatement monter les enchères. L'OTAN, construite autour de l'article 5, la défense collective en cas d'attaque armée, se retrouve prise de court. Aucun tir, aucun navire coulé, aucun soldat tué. Juste une zone contrôlée, quelques messages radio et une menace bien réelle. Or, les mécanismes du traité n'ont pas été pensés pour ces situations grises où la frontière entre paix et hostilité s'efface. Une frappe, même symbolique, pourrait faire basculer l'Europe dans une guerre dont personne ne veut. Le prix à payer? Incalculable, en vies humaines, en destruction, en division. Deuxième scénario, l'acceptation du fait accompli. Ne rien faire
espérer que la Russie se contente de ce coup de force en mer Baltique. Certains, à Berlin ou à Paris, prônent la retenue, soulignant les risques d'escalade et la nécessité de ne pas surréagir. Mais cette option, c'est donner raison à Moscou. C'est créer un précédent lourd de conséquences. Si la Russie voit que l'Europe recule face à la pression, qu'est-ce qui l'empêchera de répéter ce schéma ailleurs? La mer Noire, l'Arctique, demain la Méditerranée? L'acceptation silencieuse, c'est aussi une forme de défaite politique. C'est perdre de la crédibilité, non seulement auprès des alliés baltes qui vivent à la menace au quotidien, mais aussi auprès des marchés et des citoyens, qui voient l'Europe impuissante à protéger ses propres infrastructures. Et la Russie, elle, l'a bien compris. Chaque crise non résolue, chaque recul européen, rend la suivante plus probable et plus facile. Troisième option, le compromis diplomatique. Tenter de négocier un retour à la normale, en échange de concessions plus ou moins discrètes. Sauf que dans ce bras de fer, chaque compromis est une validation de la stratégie russe. Moscou n'a pas besoin d'obtenir tout de suite. Il lui suffit d'inscrire ce type de crise dans la routine européenne, d'habituer Bruxelles à gérer la normale comme si c'était la norme. On négocie aujourd'hui en Baltique, demain en mer Noire, et à chaque fois, un peu plus de contrôle s'échappe. Ce compromis, c'est aussi admettre que l'OTAN, malgré ses moyens colossaux, n'a pas d'outils efficaces pour répondre aux stratégies hybrides, trop juridiquement floues pour déclencher la solidarité automatique, trop risquées pour une riposte dure, et politiquement toxiques à gérer sur la durée. Chaque option a donc un coût. La guerre? Personne n'en veut, mais sa simple menace pèse déjà sur nos sociétés, nos économies, nos débats politiques. La capitulation silencieuse? Elle fragilise l'Europe, alimente l'audace russe et sape la confiance des alliés comme des marchés. Le compromis? Il enterre la logique de la dissuasion collective pour la remplacer par une gestion au cas par cas, où chacun espère ne pas être le prochain. Et pendant que les chancelleries tergiversent, les conséquences, elles, sont déjà là. Les marchés de l'énergie réagissent instantanément. Les prix du gaz flambent dès les premières heures. Les entreprises cherchent des routes alternatives, mais les capacités sont limitées. Le terminal de Świnoujście, vital pour l'indépendance polonaise et la sécurité énergétique de toute l'Europe centrale, devient soudain vulnérable. Ce n'est pas seulement une question de logistique, c'est toute la promesse d'une Europe moins dépendante de la Russie qui vacille. Les tensions géopolitiques se traduisent par une pression immédiate sur les gouvernements, sommés de répondre à une crise dont ils n'ont pas tous la maîtrise, tout en rassurant des populations inquiètes pour leurs factures énergétiques et leur avenir. Mais le plus grave, c'est que cette stratégie russe n'a rien d'un coup isolé. Ce qui fonctionne aujourd'hui en mer Baltique a déjà été testé ailleurs. En mer Noire, après l'annexion de la Crimée, Moscou a multiplié les contrôles, revendiqué des zones, imposé sa loi sur les routes maritimes, et face à l'impuissance occidentale, ces faits accomplis sont devenus la nouvelle réalité. Même approche en Arctique, création de zones d'exclusion, accompagnement forcé des navires étrangers, modernisation rapide des bases militaires, autant de points d'appui pour peser sur les flux économiques mondiaux et tester la réactivité occidentale. Partout, la même méthode. Avancer là où la riposte n'existe pas encore, établir des faits, puis attendre que l'habitude fasse le reste. La décision de la Pologne aujourd'hui, qu'elle soit de résistance, de compromis ou de résignation, aura donc un écho bien au-delà de la mer Baltique. Car si Moscou constate que sa pression hybride paie, rien ne l'empêchera de la reproduire ailleurs, avec chaque fois plus d'assurance. L'Europe joue ici sa crédibilité, sa sécurité et, en dernière analyse, son autonomie stratégique. Quel que soit le choix, le prix sera élevé, en argent, en temps, en influence. Mais derrière ce dilemme immédiat se cache une leçon plus vaste sur la sécurité de l'Europe à l'ère des stratégies hybrides. Le vrai problème, finalement, ce n'est pas la force, mais la lenteur et le silence. On a longtemps cru, en Europe, que la sécurité se résumait à la puissance militaire visible, des chars, des avions, des alliances. Mais ce que révèle l'opération russe dans la Baltique, c'est un tout autre défi, celui de l'invisibilité, de la subtilité, du temps qui passe sans qu'aucune alarme ne sonne. Pendant que les projecteurs étaient braqués sur les frontières, sur les grandes crises,
la vulnérabilité s'est glissée là où on ne l'attendait pas, dans nos infrastructures, dans nos juridiques et dans notre propre capacité à réagir vite et collectivement. Regardons les faits. L'Europe a massivement investi dans l'intégration économique, dans les terminaux gaziers, dans les réseaux électriques interconnectés. Mais, en parallèle, elle a souvent négligé la protection militaire et opérationnelle de ses points vitaux. Résultat ? Aujourd'hui, quelques navires suffisent à paralyser des flux essentiels, à faire monter les prix, à semer le doute dans les capitales. La mer Baltique n'est qu'un exemple parmi d'autres. Ce scénario s'est déjà joué en mer Noire après l'annexion de la Crimée. Contrôle des accès, pression sur les routes maritimes, affirmation unilatérale de zones de sécurité sans base solide dans le droit international. Même schéma dans l'Arctique, où Moscou déploie des bases, des missiles et exige des navires étrangers qu'ils se soumettent à ces règles. À chaque fois, la même méthode, avancer, expliquer, occuper le terrain, puis attendre que l'habitude s'installe. Ce qui rend ces stratégies si efficaces, c'est précisément leur caractère hybride. Ce ne sont pas des attaques ouvertes que l'OTAN ou l'UE sont prêtes à affronter. Ce sont des pressions, des prises de contrôle progressives qui, juridiquement, restent ambiguës. Un terminal d'énergie bloqué sans un seul tir, mais tout le continent mis sous pression économique. L'effet est le même qu'une attaque, sans emporter la responsabilité légale. Cette élégance dans la manœuvre hybride, c'est le vrai défi. Chaque jour sans riposte crée un précédent. Plus on attend, plus ces méthodes s'installent comme nouvelles normes. Ce qui était exceptionnel devient routinier. Face à cela, il est temps que l'Europe tire des leçons, et vite. D'abord, il faut revoir l'articulation entre économie et sécurité. La dépendance énergétique, la connectivité, tout ce qui fait la puissance matérielle de l'Europe doit être défendu avec la même rigueur que ses frontières terrestres. Cela implique d'intégrer la protection des infrastructures critiques dans la planification militaire, pas seulement via des patrouilles symboliques, mais avec une présence et une capacité de réaction rapide, adaptées à la réalité des menaces hybrides. Ensuite, les institutions doivent évoluer. L'OTAN, mais aussi l'Union européenne, restent souvent prisonnières d'une vision du conflit héritée de la guerre froide. Tout est pensé pour le choc frontal, pour l'agression formelle. Or, la Russie joue sur l'ambiguïté, sur les zones grises, sur des faits accomplis qui ne déclenchent pas de réponse automatique. Il faut créer des mécanismes de réponse collective qui permettent d'agir face à ces nouvelles formes de pression, pas seulement des réunions de crise, mais des procédures prédéfinies pour protéger, dissuader, rétablir l'accès aux infrastructures vitales. Parce que chaque heure où la situation reste bloquée, c'est non seulement une perte économique, mais aussi un signal envoyé à Moscou et à d'autres acteurs que l'Europe hésite, tergiverse, recule. Il est aussi urgent de concevoir l'énergie non plus seulement comme une question de marché, mais comme un pilier de la souveraineté. L'accès, la protection, la redondance des routes énergétiques doivent devenir des priorités politiques. Cela veut dire investir dans la résilience, dans la capacité à réagir à une coupure, mais aussi dans la dissuasion. Faire comprendre que l'Europe saura répondre, même à des actions sous le seuil de la guerre classique. Surtout, il faut comprendre que la passivité et le silence sont devenus des armes. Ce qui s'est passé en Baltique n'est pas un simple incident régional. C'est l'aboutissement d'une stratégie méthodique, testée ailleurs, déjà appliquée en mer Noire, en Arctique, et potentiellement demain dans d'autres régions où infrastructures critiques et intérêts russes se croisent. À chaque fois, l'absence de réaction forte installe la pratique et banalise le risque, et c'est l'Europe tout entière qui en paie le prix, aujourd'hui avec l'énergie, demain peut-être avec les données, le transport ou d'autres secteurs stratégiques. Ne rien changer, ce serait accepter que la prochaine crise soit encore plus facile à déclencher, encore plus coûteuse à résoudre, en argent, en influence, en crédibilité internationale. Le coût de l'inaction augmente à chaque épisode, car chaque silence est interprété comme une faiblesse exploitable. Mais alors, que faire ? Comment sortir de ce piège de la lenteur et du silence ? Que peut faire chaque citoyen, chaque décideur, pour contribuer à rompre ce cycle et rendre l'Europe plus résiliente face à ces nouvelles menaces hybrides ? C'est ce que nous allons voir tout de suite.
Ce n'est pas la guerre qui change la carte d'Europe, c'est l'inaction. Ce que nous venons de vivre en mer Baltique devrait nous inquiéter plus qu'un simple incident régional. Ce n'est pas une question de quelques navires ou d'une zone déclarée interdite. C'est une démonstration froide, méthodique, d'une nouvelle façon de faire pression, de tester nos failles, d'imposer des faits accomplis sans jamais franchir la ligne rouge classique du conflit armé. Sans bruit, sans chaos, la Russie a révélé à quel point nos infrastructures vitales sont exposées. Et le silence qui a suivi, ce silence que beaucoup voudraient interpréter comme de la prudence ou de la diplomatie, est en réalité devenu une arme. En Europe, nous avons passé des décennies à construire notre prospérité sur l'interconnexion, des pipelines, des terminaux, des corridors commerciaux maritimes. On a investi des milliards dans ces réseaux, persuadés que leur solidité garantirait notre sécurité et notre stabilité. Mais la réalité de la Baltique nous oblige à voir les choses autrement. Investir dans l'économie ne suffit pas si on laisse la porte ouverte à des stratégies hybrides qui contournent nos défenses classiques. Ce n'est pas une explosion qui a menacé notre souveraineté, mais la capacité à imposer une nouvelle réalité, discrètement, presque poliment, en s'installant là où nos réponses sont floues, lentes ou divisées. C'est justement là que le danger est le plus grand. Quand aucune réaction n'arrive, quand la mer reste calme et que l'on se persuade que cela passera. C'est ainsi que l'on perd du terrain, non pas centimètre par centimètre, mais par zones entières, simplement parce qu'on n'a pas voulu prendre acte du changement de méthode. Ce que l'on observe en Baltique n'est pas un cas isolé. C'est une répétition générale d'un scénario déjà joué ailleurs, dans la mer Noire, dans l'Arctique, et qui, à chaque fois, avance un peu plus loin, avec la même logique implacable. Tester, observer, franchir, puis consolider. Chaque heure passée sans réponse claire renforce la position de l'agresseur. Chaque compromis, même symbolique, valide la pression exercée. Chaque hésitation devient un précédent. Et l'enjeu n'est pas abstrait. Il ne s'agit pas que de géopolitique ou de prestige international. Ce sont nos ports, nos terminaux, nos chaînes d'approvisionnement en énergie, la stabilité de notre économie et le pouvoir d'achat des citoyens qui sont en jeu. La moindre perturbation dans la Baltique a un impact immédiat sur les prix de l'énergie, sur la confiance des marchés, sur la crédibilité des gouvernements. Et pire encore, si l'on accepte ce nouveau statu quo, on écrit une invitation à répéter le scénario. Aujourd'hui en Pologne, demain dans les pays baltes, au large de la Norvège, partout où nos infrastructures frôlent la sphère d'influence russe. Il ne s'agit pas de sombrer dans la panique. C'est la lucidité qui doit primer. Il faut d'abord reconnaître que la stratégie hybride maritime n'est pas une hypothèse de laboratoire, mais une réalité concrète qui demande des réponses tout aussi concrètes. Protéger une infrastructure énergétique, ce n'est plus seulement une question d'ingénierie ou d'économie. C'est une question de défense, de présence, de coopération. Chaque port, chaque terminal, chaque pipeline est désormais un point de vulnérabilité potentielle. Et tant que nous ne le prendrons pas au sérieux, les failles resteront béantes. Ce que la crise de la Baltique exige de l'Europe, c'est un sursaut collectif. Les mécanismes de défense traditionnels ne suffisent plus. Il faut adapter nos traités, inventer de nouveaux protocoles de réponse rapide pour ces situations grises où la menace est diffuse, où l'ennemi n'avance pas en char, mais en zone d'exclusion, en manœuvres navales, en pressions économiques. Il faut une transparence totale, une coordination réelle entre partenaires et surtout la capacité d'agir, vite et de façon unie. Parce que la réalité, c'est que chaque minute d'inaction pèse lourd. Accepter le fait accompli, c'est légitimer la méthode. Et cela crée un précédent pour tous ceux qui, à Moscou ou ailleurs, cherchent à exploiter nos hésitations. La souveraineté européenne, aujourd'hui, ne se joue pas seulement sur la capacité à défendre ses frontières, mais sur celle à réagir à des formes de pression qui ne disent pas leur nom. Si nous ne faisons rien, si nous laissons le silence s'installer, il deviendra lui-même une réponse, la pire qui soit, car il indique que nous sommes prêts à tolérer l'inacceptable. Alors, que faire ? Il est temps pour l'Europe de se doter de vrais mécanismes de protection de ses infrastructures critiques, d'investir autant dans la sécurité
que dans l'économie. De ne pas laisser les alliés les plus exposés seuls face à ces nouveaux défis. D'assumer collectivement que la stabilité de notre continent se joue désormais autant sur la mer que sur la terre. Et surtout, d'admettre que le plus grand risque serait de croire que tout cela n'est qu'un épisode passager. La leçon de la Baltique, c'est que la carte de l'Europe peut changer sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Que les lignes de contrôle se redessinent aujourd'hui, non pas par le tranchant des armes, mais par l'habileté à combler nos silences, à manipuler nos divisions, à exploiter nos retards. Si nous ne faisons pas preuve de vigilance, si nous n'engageons pas dès maintenant la réforme de nos mécanismes de sécurité collective, nous courons le risque de voir l'exception devenir la norme. Et d'être un jour confrontés à une réalité irréversible, imposée sans bruit, simplement parce que nous n'avons pas su ou voulu voir le danger venir. Ce n'est pas la guerre qui redessine la carte, c'est l'inaction. Aujourd'hui, le choix appartient à l'Europe, céder à la peur du conflit et donc à la tentation du silence, ou bien affirmer par des actes concrets que sa souveraineté n'est pas négociable, même face à des menaces sans uniforme ni déclaration. La Baltique n'est qu'un signal. La question n'est plus de savoir si cela se reproduira, mais quand et où. Reste à savoir si, cette fois, nous aurons le courage de répondre avant que le silence ne devienne la nouvelle frontière. Fin du chapitre, mais certainement pas de l'histoire.